à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma crypte où je vous propose de soulever les pierres sépulcrales pour découvrir les mystères et légendes de la nuit. Alors préparez-vous un café bien serré, blottissez-vous contre votre doudou préféré et découvrez avec moi les histoires lugubres de bien sombres personnages. Une jeune femme de la bonne société dans la Nouvelle-Orléans du début du XIXe siècle, propriétaire d'un riche manoir et mariée à un éminent médecin apparemment bien sous tout rapport. L'image que renvoie Delphine Lalaurie à ses contemporains ne laisse en rien présager de sa véritable noirceur et des crimes atroces qui feront sa légende. Enfant d'une Amérique esclavagiste, la sadique Madame Lalaurie révélera sa cruauté en faisant subir à ses propres esclaves les pires horreurs. Marie-Delphine McCarty naît le 19 mars 1787 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, d'un père immigrant irlandais et d'une mère française. Engagée dans la communauté créole blanche et dans de nombreuses entreprises rentables, sa famille fait partie de la haute société qui a fait fortune dans les banques et productions de coton ou de canne à sucre, mais aussi dans l'armée ou dans la traite d'esclaves. Son oncle, Esteban Rodriguez Miro, fut gouverneur et son cousin, Augustine de McCarty, maire de la Nouvelle-Orléans. Delphine était donc un bon parti en plus d'être une ravissante jeune fille, et à peine âgée de 14 ans, elle se maria avec un haut fonctionnaire espagnol du nom de Don Ramón de López y Angulo. La Louisiane étant alors sous occupation espagnole, il fut nommé consul général d'Espagne, devenant l'un des hommes les plus puissants de l'État, et reçut en 1804 un ordre royal déclarant qu'il devait se rendre à la cour. Don Ramón et Delphine, alors enceinte, quittent les États-Unis et font halte à la Havane avant de prendre un bateau pour l'Europe. Mais Don Ramón y tombe gravement malade et décède subitement, quelques jours seulement avant la naissance de sa fille Marie-Delphine Francisca Borja. Veuve et mère d'un nouveau-né, Delphine retourne à la Nouvelle-Orléans, où elle élève la petite Borquita. En 1808, elle épouse en secondes noces l'un des hommes les plus riches de la région, commerçant, banquier et avocat bien établi, Jean Blanc, qui est aussi marchand d'esclaves. Il s'installe avec Delphine et sa fille dans une belle demeure coloniale rue Royale, où ils auront 4 enfants. Mais après 8 ans de mariage, Jean Blanc meurt à son tour dans des circonstances inconnues. Après 9 ans de veuvage, elle rencontre en 1825 le jeune docteur Léonard Louis-Nicolas Lalaurie, de 15 ans son cadet. Originaire de Villeneuve-sur-Lot en France, il débarque à la Nouvelle-Orléans après des études à la Sorbonne. Il installe un cabinet médical et tombe amoureux de Delphine, qu'il épouse la même année. Mais en médecin occupé, Léonard n'est pas souvent aux côtés de sa femme et celle-ci conserve une grande indépendance. En 1831, elle acquiert et fait rénover un manoir de 2 étages au 1140 rue Royale dans le quartier français, comprenant un grenier en soupente et des quartiers d'esclaves attenants. En quelques années, elle en fit le lieu privilégié de fastueux banquets et de réceptions mondaines dont les invitations convoitées assuraient une réputation sans faille à la maîtresse de cette somptueuse demeure richement décorée. Le couple Lalaurie inspirait ainsi le respect de toute la bonne société. Malgré les apparences distinguées qu'ils donnent en société, Delphine et Léonard ont de plus en plus de mal à cacher leurs problèmes conjugaux, et les voisins sont témoins de disputes bruyantes et de cris provenant de la maison. En 1834, le couple se sépare officiellement et Léonard quitte le manoir. Mais celui-ci fut le théâtre d'événements bien plus macabres. Le couple Lalaurie entretenait plusieurs esclaves dans des quartiers attenants à la maison. Et si en public Delphine était polie avec les Noirs,
et se montraient préoccupés de leur sort et de leur santé, allant jusqu'à affranchir 2 d'entre eux en 1819 et 1832, d'inquiétantes rumeurs commencèrent bientôt à circuler sur les mauvais traitements qui leur seraient infligés dans ce manoir bourgeois de la Nouvelle-Orléans. Au cours des somptueuses fêtes que donnaient les Lalaurie, les invités pouvaient aisément constater que les esclaves qui étaient de service paraissaient hagards et misérables, certains très amaigris, d'autres portant des marques sur les poignets. Tous semblaient terrifiés par la maîtresse de maison, comme en témoigne la journaliste Harriet Martineau, alors qu'elle interroge les habitants de la Nouvelle-Orléans en 1838. L'hospitalité de Delphine détourne bien vite l'attention des invités. Mais bien qu'à l'époque, dans cette partie des États-Unis, il n'était pas très courant de s'inquiéter du sort des esclaves, des rumeurs se répandirent néanmoins sur l'attention particulière que Madame Lalaurie portait à ses domestiques. Les voisins remarquèrent aussi que les femmes de chambre changeaient très souvent ou qu'un garçon d'écurie avait subitement disparu. Pourtant, au moins un incident officiel atteste de ces maltraitances. Un rapport d'enquête de la police concerne la mort d'une petite esclave de 12 ans, nommée Lia. Celle-ci brossait les longs cheveux de Delphine lorsqu'elle tira un peu trop fort à son goût. La cruelle matrone en colère se saisit d'un fouet et commença à battre la petite fille. Pour échapper à sa punition, Lia prit la fuite, poursuivie par Delphine, jusque sur le toit du manoir, où elle sauta dans le vide, préférant la mort aux terribles punitions infligées par sa maîtresse. Dénoncé par des voisins qui les auraient vus enterrer le cadavre de la petite esclave, le couple Lalaurie sera reconnu coupable de cruauté illégale et se verra infliger une amende de 300 $. Selon Harriet Martineau, cet incident conduisit les autorités à retirer 9 esclaves aux Lalaurie. Mais par l'intermédiaire de ses proches, Delphine fit racheter les malheureux qui retournèrent au manoir. Cependant, personne ne se doutait réellement de ce qui se tramait derrière les portes fermées de l'imposante demeure quand les convives prenaient congé de leur hôte. Un événement imprévu va pourtant dévoiler l'horrible vérité. Dans l'après-midi du 10 avril 1834, un incendie se déclara depuis les cuisines et se propagea rapidement à toute la maison. Des passants se ruèrent pour aider les habitants du manoir et tombèrent nez à nez avec une esclave de 70 ans, enchaînée au poêle de la cuisine par la cheville, tandis que Delphine tentait frénétiquement de sauver ses objets de valeur. Les pompiers, arrivés sur place, évacuèrent les quartiers des esclaves, mais la vieille cuisinière indiqua qu'il y en avait d'autres greniers. Après s'être vu refuser les clés par les Lalaurie, les autorités enfoncèrent les portes et firent une effroyable découverte, relatée dans le New Orleans Bee du 11 avril. 7 esclaves, plus ou moins horriblement mutilés, les membres apparemment étirés et déchirés d'une extrémité à l'autre, ou liés dans des postures restrictives, avec des colliers de fer à pointe qui maintenaient leur tête dans des positions statiques. Le sol était collant de vieux sang et lisse de flaques de sang frais. Ils étaient confinés là depuis plusieurs mois, et leurs existences étaient prolongées uniquement pour leur faire goûter les souffrances qu'une cruauté des plus raffinées pouvait leur infliger. Le juge Jean-François Canonge fut l'un des premiers à se précipiter pour sauver ces misérables, et témoigna avoir trouvé une négresse portant un collier de fer et une vieille femme nègre qui avait reçu une très profonde blessure à la tête, trop faible pour pouvoir marcher. Il déclara également que lorsqu'il avait interrogé Léonard Lalaurie sur ses esclaves, celui-ci lui répondit de manière insolente que certaines personnes feraient mieux de rester à la maison plutôt que de venir chez les autres pour dicter des lois et se mêler de leurs affaires. L'article du New Orleans Bee expose ensuite les témoignages des esclaves rescapés. La cuisinière avoua avoir mis le feu par peur d'une punition que Delphine allait lui infliger, ajoutant que les esclaves emmenés dans la pièce la plus haute du manoir ne revenaient jamais. Les autres survivants racontèrent les atrocités qui avaient lieu depuis des années dans la pièce de torture de la demeure des Lalaurie. Ils étaient accrochés aux poutres du grenier et fouettés ou placés pendant des semaines dans de petites cages en métal destinées aux chiens. Certains furent amputés d'un membre et aspergés de miel pour attirer mouches, fourmis et cafards. Beaucoup hurlaient à la mort pendant des jours et des nuits, suppliant qu'on abrège leur souffrance. L'un d'eux, enchaîné au mur, avait un morceau de bois qui dépassait d'un trou au sommet de son crâne, au
pauvre esclave encore vivant était torturé par Madame Lalaurie, qui utilisait le bout de bois pour remuer son intelligence. Ses propres filles affirmèrent aussi avoir été maltraitées par leur mère, qui se montrait cruelle et abusive à leur égard, disant souvent durant les soirées qu'elle organisait tout le mal qu'elle pensait de ses filles. Même si elles ne sont pas les plus belles, je vous promets qu'elles le compensent par bien d'autres talents. Elles racontèrent également que Delphine les avait battues, un jour qu'elles avaient tenté de nourrir les esclaves prisonniers. Le lendemain de l'incendie, alors que la macabre découverte se répandait dans le quartier, une foule dense se rassembla autour de la demeure pour conspuer les Lalaurie. La huée fut interrompue par l'apparition de la maîtresse de maison, impassible, qui fit écarter la foule, monta dans une calèche avec son mari et prit la fuite. La police arriva sur les lieux pour disperser la foule qui commençait à s'attaquer à la maison. Mais avant que les autorités ne parviennent à maîtriser tout le monde, le feu et la rage des habitants avaient laissé la propriété en ruine. On arriva à la conclusion que Delphine était la seule responsable de ces horreurs, son mari ayant plutôt joué les aveugles, et elle fut condamnée à mort. Les histoires concernant les atrocités perpétrées par Delphine Lalaurie sur ses esclaves circulèrent en Louisiane au cours du XIXe siècle et furent imprimées dans des recueils basés sur des rapports contemporains parus dans les journaux, comme Les étranges histoires vraies de la Louisiane de George Washington Cable ou La Nouvelle-Orléans telle qu'elle était d'Henri Castellanos. Au XXe siècle, la littérature développe le sensationnalisme de l'histoire et met en avant les horreurs des tortures infligées aux esclaves, ajoutant de plus en plus de détails sordides, parfois inventés de toutes pièces. Jeanne de Lavigne écrit dans Histoire de fantômes dans l'ancienne Nouvelle-Orléans que Madame Lalaurie avait un appétit sadique qui ne semblait jamais apaisé jusqu'à ce qu'elle ait infligé à ses serviteurs noirs une forme hideuse de torture, détaillant ensuite de prétendus témoignages d'esclaves mâles, nus comme des ânes, enchaînés au mur, les yeux crevés, les ongles arrachés par les racines, les articulations écorchées et purulentes, de grands trous où la chair avait été tranchée, leurs oreilles pendantes en lambeaux, la bouche remplie d'excréments et leurs lèvres cousues ensemble, leurs intestins retirés et noués autour de la taille nue. De nos jours, le manoir Lalaurie, qui a un temps appartenu à l'acteur Nicolas Cage, fait partie des attractions touristiques de la Nouvelle-Orléans, car on le prétend hanté par les fantômes des esclaves qui y furent torturés. Dans Voyage dans les ténèbres, fantômes et vampires de la Nouvelle-Orléans, Kalika Smith, exploitante d'une entreprise de voyage fantômes, détaille de nouvelles découvertes prétendument faites par les témoins de l'incendie de 1834. Selon elle, une victime s'était manifestement fait amputer les bras et sa peau avait été arrachée selon un motif circulaire, et une autre avait eu les membres cassés et repositionnés à des angles étranges pour qu'elle ressemblât à un crabe humain. Les versions modernes de la légende utilisent souvent ces détails puisés dans les récits de Lavigne et Smith, comme illustration des atrocités commises par Madame Lalaurie. La série américaine American Horror Story Coven la montre se couvrant les joues du sang frais de ses esclaves pour garder sa jeunesse, telle la comtesse Erzébeth Bathory. Pour ce faire, elle va jusqu'à sacrifier un bébé, supposé bâtard de son mari. Le sang vient d'un petit garçon, d'un nouveau-né. La série reprend aussi une rumeur de l'époque selon laquelle Delphine pratiquait la médecine vaudou avec Léonard, dont elle partageait les délires en créant de nouvelles créatures. Delphine Lalaurie ne fut jamais interpellée, et Harriet Martineau affirme que le couple se serait échappé de la ville en montant à bord d'une goélette avec l'intention de se rendre en France. Mais encore aujourd'hui, il n'y a pas de certitude sur ce qu'ils sont devenus. Certains prétendent que Léonard retourna dans sa famille dans le Lot-et-Garonne, alors que Delphine vécut à Paris, jusqu'au jour de sa mort, enregistré le 7 décembre 1849. Cependant, d'autres soutiennent qu'elle est retournée secrètement en Louisiane, où elle vécut 7 ans, avant d'être enterrée anonymement. Une plaque de cuivre fissurée, trouvée à la fin des années 1930 dans le cimetière Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans, est assez troublante et porte l'inscription « Madame Lalaurie, née Delphine McCarthy, décédée à Paris le 7 décembre 1842 », contrairement aux archives parisiennes. La perfide tortionnaire d'esclaves aurait-elle été jusqu'à simuler sa propre mort pour échapper à l'opprobre ?
À ce jour, la dépouille de Madame Delphine Lalaurie n'a jamais été retrouvée et le mystère plane toujours sur sa mort. La tortionnaire de la Nouvelle-Orléans ne sera donc jamais condamnée pour ses crimes et l'horrible martyre qu'elle fit endurer à de nombreux esclaves derrière les murs de son manoir. Son effroyable histoire est aujourd'hui devenue un véritable mythe, toujours enrichi par les auteurs, qui entretiennent la légende noire de la cruelle Madame Lalaurie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires lugubres des personnages et créatures de la nuit.